Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Je vous remercie de votre présence et d'être nombreux aujourd'hui pour cette conférence pour laquelle j'ai été chaleureusement invitée. Je remercie aussi les organisateurs de la bibliothèque. Je suis très heureuse d'être parmi vous. J'étais encore il y a 2 heures dans le TGV. Voilà, je vis et je travaille à Paris. Et donc, effectivement, j'ai plus un travail de plasticienne au niveau de la sculpture, de la peinture. Et puis, en parallèle, je mène un travail d'écriture sur des domaines assez variés, autour de la couleur, autour de l'histoire de l'art et autour de la gastronomie également. Mais on va peut-être voir qu'entre couleur, gastronomie et peinture, il y a peut-être des champs qui sont extrêmement très, très poreux finalement, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de peintres ont été des cuisiniers du dimanche. Voilà, et donc comme j'ai vécu en Provence, et c'est là que j'ai découvert les magnifiques panoramas, et que j'aime le langage, pas forcément un style soutenu dans la littérature, mais en tout cas un langage qui chante, Marcel Pagnol était tout trouvé pour l'objet de mon étude. Alors je vais essayer de ne pas trop lire mes notes, mais comme j'ai beaucoup préparé cette conférence, je vais en règle générale lire quand même, mais vous pouvez peut-être parfois m'interrompre si vous avez envie de réagir, d'interagir. Voilà. Donc, comme je vous disais, oui, je vis et travaille à Paris, ce qui ne vous échappe pas. Alors, vous pourriez vous interroger sur la légitimité d'une francilienne qui rend hommage à Marcel Pagnol et à la Provence. Donc, oui, j'ai été baptisée à Montreuil-sous-Bois, mais c'est dans les collines du Midi que j'ai communié. Fille du Sud par adoption, je suis revenue à des sources fraîches. Cette étude, objet d'un livre aujourd'hui, est mon chant à la Provence. C'est votre pays. Je n'en ai ni l'accent, ni sucé le lait aromatique. De ma seconde nourrice, pourtant, j'ai gardé l'amour de la langue. Elle a aiguisé mes papilles. Des Beaux à Beau Soleil, de Marseille à Nice, est-il une région où la culture d'un parler est si peu valeur idéologique? Dès qu'on entend le provençal, Babel s'efface, écrivait André Suarez. Comme si cette langue allait tellement de soi, était si naturelle, que pour la défendre, linguistes, grammairiens et politiques seraient d'un appui seulement facultatif. Son peuple, sa terre, ses panoramas lui suffiraient. Mais je ne dois pas m'égarer dans les garrigues et les collines, mais revenir au thème de cette conférence qui nous réunit dans cette belle bibliothèque, nous mettre en appétit des saveurs du midi, de ces 1120 recettes provençales, si j'en crois le sommaire du Reboul, cette fameuse Bible culinaire, au travers d'un auteur, Marcel Pagnol, disparu il y a 50 ans. Alors, en préliminaire, picorons ensemble des maximes apéritives, comme autant de mises en bouche retrouvées un jour de fête. Les réjouissances sentencieuses qui ponctuent l'œuvre de Marcel Pagnol font saliver. La langue de Marcel Pagnol, c'est les papilles de la nation. Alors allons-y, écoutons certains aphorismes, comme ceux de l'eau, qu'on peut trouver dans un dialogue entre deux personnages du film L'élixir du père Gaucher, entre Ulysse et frère Joachim. Même trop d'eau, ça peut vous tuer. La preuve, les noyés. Bouzigues, dans La gloire de mon père. L'eau de citerne, c'est de l'essence de pipi de crapaud, tandis que le Pernod, ça neutralise tout. En plat de résistance, nouvel aphorisme, cette fois-ci du beefsteak et de la côtelette. Là, c'est Topaz qui parle dans Topaz. Au temps préhistorique, pendant que les hommes dépeçaient la bête abattue et s'en disputaient les lambeaux, les femmes regardaient de loin. Et quand les mâles se dispersaient en emportant chacun sa part, sais-tu ce que faisaient les femmes?
Elle suivait amoureusement celui qui avait le plus gros beefsteak. Jean Cadoret, dans Jean de Florette. On s'attendrit toujours sur les malheurs des petits oiseaux, parce qu'ils volent et qu'ils font cuit-cuit. Mais dis-toi bien que ce sont des animaux féroces, qui massacrent pour les manger de minuscules créatures vivantes. Quant aux vieilles demoiselles qui versent des larmes sur l'innocente grive ou le gentil pinson, j'ai remarqué qu'elles ne pleurent jamais en regardant une côtelette d'agneau, même quand elles la voient sur la braise. C'est la côtelette qui pleure. Aphorisme du boulanger, donc dans La femme du boulanger, entre mademoiselle Angèle et Antonin. Alors, si je vous fais du pain moitié aussi beau que ma femme, ça vous suffira ? Pour mon goût personnel, j'aimerais mieux du pain qui fût aussi beau que du pain, car la beauté des femmes est fugitive et se fane comme les fleurs. Ce qui fait plaisir aux vieilles betteraves qui ne risquent pas de se faner. Aphorisme du cuisinier de mauvaise foi, Cigalon dans Cigalon. Une farce absolument éblouissante qui a été tournée donc plusieurs fois par Marcel Pagnol. Donc, allons-y. Non, rien ne remplace le beurre. Pour faire la cuisine, il faut un cuisinier. On peut devenir blanchisseuse, mais il faut naître cuisinière. Quand on est gourmet de la bouche, on est gourmet des fesses. On ne va pas se les meurtrir sur une banquette de bois. Celui qui doit manger cette volaille, il ne peut venir qu'en automobile. Alors voici quelques-uns des mots d'esprit récoltés, glanés dans toute l'œuvre littéraire et cinématographique de Marcel Pagnol. Mais il y en a bien d'autres et je ne vous les lis pas tous. Donc pour en revenir à Marcel Pagnol, il est plus vivant que jamais parce que sa langue, sa littérature, ses dialogues, autant de son théâtre, parce qu'au départ c'est du théâtre, que de ses films, résonnent à la fois dans les panoramas de la Provence, mais aussi dans une géographie de notre mémoire. Parfois accidentée, cette mémoire, elle présente des trous, des crevasses, des abîmes, des abysses même. Du nombre de livres que nous avons lus, des films que nous avons vus, qu'avons-nous gardé par cœur ? Pourtant, avec Marcel Pagnol, bien des pages, des dialogues, des visages, nous sont à jamais inoubliés. Notre géographie, notre répertoire mental et culturel d'une part, puisque moi j'appartiens à cette génération qui peut-être comme vous, lorsque vous étiez écolier ou lycéen, furent accompagnés dans l'étude des textes du très précieux manuel Lagarde et Michard, qui ne s'utilise plus. Alors, dans le manuel du XXe siècle, le manuel donc du XXe siècle consacre un appareil critique à Marcel Pagnol. Il est très bref, ce qu'on peut déplorer. Le paragraphe est situé entre Jules Romain et Armand Salacrou, au chapitre du théâtre, de 1919 à 1939. L'appareil critique fait l'éloge de Topaz, de 1928, où il est dit que cette satire renouvelle le genre du thème éternel du pouvoir corrupteur de l'argent. Plus loin, je cite toujours le Lagarde sur Marcel Pagnol, ce méridional enjoué élève les histoires marseillaises à la dignité d'un genre, avec la trilogie Marius, Fanny, César. L'humour gai des joueurs de belote et de pétanque, Lagarde se trompe parce qu'il s'agit de manille, l'accent et l'atmosphère colorée du Vieux-Port s'y nuancent d'une émotion un peu facile, mais contagieuse. Plus loin, le manuel rendra compte de la représentation posthume en 1986 de La femme du boulanger, qui confirme, je cite encore, avec éclat, son talent de dramaturge. Marcel Pagnol, bien qu'académicien en 1946, ne figure pas dans la Pléiade. Collection extrêmement prestigieuse, au papier fin, comme des pelures d'ail, alors que Giono y figure, et c'est une querelle, ai-je pu entendre. Qu'à cela ne tienne, nous n'avons qu'à lever le nez aux cieux noirs le 15 août, quand est célébrée la Bonne Mère. Les Pléiades, ces corps rocheux qui gravitent dans le système solaire, pénètrent l'atmosphère terrestre et offrent le plus beau feu d'artifice naturel et gratuit pour les vivants, qui peuvent admirer et pentailler
devant les étoiles filantes et la magie du cosmos. Et puis, on voit que Lagarde et Michard n'ont pas tant étudié que cela les émotions. Faciles les émotions ou plus populaires que trop classiques. Car cette géographie, ce répertoire mental dont je parlais tout à l'heure, est d'autre part tout aussi affective qu'intellectuelle. Nous ne gardons en mémoire que ce qui nous émeut, nous fait rire ou verser des larmes ou nous procure un sanglot esthétique. Bref, ce qui est accompagné d'un autre souvenir que celui du texte ou de l'auteur. D'autant plus que le texte de l'auteur se charge de circonstances, des odeurs, des couleurs, des personnes avec qui nous partageons un texte ou un film. Souvenir de circonstances et de contingences donc. Et c'est cela qui se grave à jamais. Déformé, je vous l'accorde, car nous faisons récit de ce qui nous a enrichis et construits. Et ce récit est toujours embelli, regonflé d'attributs, d'adverbes et parfois d'images recomposées ou qui n'ont jamais existé. Et puis, une lecture est un plaisir silencieux et solitaire. Le cinéma, lui, comme le théâtre, se partage. Bien plus encore lorsqu'il est au rendez-vous de la petite lucarne, télévisuel, ce rendez-vous, il permet des réunions de famille, comme s'il s'agissait d'assister à un bon match. Et pour illustrer ce que je viens de dire, me vient un souvenir rapporté. Mon compagnon est niçois d'origine, et c'est lui que j'ai suivi il y a quelques années pour habiter à Nice. Il m'explique qu'au tout début des années 70, alors qu'il était en vacances estivales dans un petit village de Haute-Provence, qui compte 80 âmes en hiver, un soir de programmation d'un film de Pagnol pouvait vider complètement le village de ses anciens et le rendre parfaitement silencieux. Même les cigales retenaient leur respiration. Un orage, une tempête à venir, une soucoupe volante, un dieu, oui, mais un dieu venu de chez eux, un Pagnol. Un dieu exilé aux confins du système solaire, c'est-à-dire à Paris. Tous les vieux qui tiraient chaque soir la chaise dehors sur le seuil de leur maison avaient été comme enlevés par des extraterrestres, disparus les anciens. 2 ou 3 familles seulement possédaient un poste de télévision. Nous sommes années 70. Et chacun dans le village se trouvait convié à venir le voir, le Pagnol. Occasion, cela va de soi, pour les heureux hôtes d'exposer intimement et publiquement leurs talents culinaires. Des ganses, des beignets, des navettes, de la tourte de blette, du ratafia, des rinsolettes, des liqueurs de framboise, du marc, du génépi, distillés maison, cela va de soi, des fruits secs, des tartes d'abricots, pêche au sirop aussi. Le film commençait et chaque expression vernaculaire, chaque mot de patois entendu dans la bouche de Charpin, Rému, Alida Rouf, était accueilli de vives exclamations de rire, de rasades et de bouchées de délices présentées sur la table. Et chacun devançait le dialogue suivant. Il y avait comme une reconnaissance de patois, comme une reconnaissance de tous les patois, en ceci qu'elle était une langue vivante de tous les jours, mais également une reconnaissance officielle. Parce que Pagnol était là leur ambassadeur dans toute la France, on peut dire même dans tout l'univers. À ces agriculteurs, fiers de s'appeler paysans, leur revenait le temps d'une soirée, une culture qui était la leur, et avec elle, un métier, un talent, un caractère, un tempérament, le rire et les larmes. C'était un moment d'allégresse et un tableau vivant. Du reste, lorsque l'on partage un film de la trilogie et connaissant les dialogues par cœur, chaque spectateur convient qu'il s'agit bien de matchs, de battles. Par exemple, entre Charpin et Rému pour les acteurs, entre Panis et César pour les personnages, dont on sait dans Fanny qu'ils sont amis depuis 40 ans.
Écoutez donc cette ratatouille par l'explication. Depuis l'âge des chaussettes, tu m'empoisonnes, tu me tyrannises, tu me supprimes. Dans la rue, tu me forçais à porter ton cartable. Quand tu attrapais 200 lignes en classe, tu venais jusque chez moi pour m'obliger à les faire à ta place. Et toi, pendant ce temps, tu mangeais mes berlingots. Tu m'en as tellement fait de misère qu'à un moment donné, je les écrivais sur un petit carnet et je me disais peut-être qu'en grandissant un jour, je serais plus fort que lui. Alors, quelle ratatouille je lui foutrais. La ratatouille que Panis voudrait coller en pleine figure à César fut par conséquent pour moi colorée d'une première métaphore culinaire, remarquable. Et j'en étudierai bien davantage dans toute l'œuvre de Marcel Pagnol pour donner un corps à l'objet de mon étude, un livre de gastronomie, mais pas que. J'ajoute que c'est autant la qualité des dialogues, l'interprétation des comédiens qui déclenche l'hilarité familiale et amicale que la situation entre connaisseurs en bonne compagnie et qui ont bonne mémoire. Ce partage de la langue et du souvenir serait impossible sans le cinéma et sans quelque chose de bon à manger. Nous avons tous une dette envers un auteur en particulier, pour la répercussion de ses constructions dans notre imaginaire. Pourquoi en suis-je venue à écrire sur lui, si vous me permettez de parler de moi ? Eh bien parce que d'abord, c'est son cinéma que j'ai découvert, et au travers lui des acteurs que je n'ai jamais cessé d'aimer, Rému, Freinet, Charpin, Fernandel, et que cette découverte, moi je la dois à mon père, et qu'en ceci c'est la gloire de mon père. Il était très cinéphile, me faisant des dictées à la topaze, et enregistrait entre autres grands classiques des films d'avant-guerre, la trilogie. Non pas sur des VHS, mais sur des cassettes uniquement audio, pour que le dimanche, nous récitâmes les dialogues des films sans l'aide des images et que nous reconstituions, d'autant mieux que nous en imaginions les couleurs, toutes les images. Mon père avait inventé un autre cinéma, dominical, parlant, recolorisé pourtant, sans écran, sans lumière, un cinéma à l'oreille. Bien sûr, des professeurs nous ont donné à lire les romans « La gloire de mon père »,« Le château de ma mère ». Et puis quelques années passèrent et je me trouvais donc habitée à Nice, une ville qui m'a fait plus aimer encore la Provence. Et c'est là que dans mes très jeunes années, je me suis intéressée aux produits et à la gastronomie. Parce que pour une Parisienne née fin des années 60, autant vous dire qu'il était impossible de trouver de l'huile d'olive à Paris, d'une façon aussi démocratique qu'aujourd'hui. Les courgettes vertilleuls ou courgettes trompettes ou coucourdes, plus charnues que les courgettes des marchés parisiens, sans eau, sans pépins et au goût plus prononcé, moi je n'en avais jamais vu. Quant à l'oubalico, le basilic, à part sécher dans des herbes de Provence, et encore, elle m'était inconnue. Papille rime pour moi avec Babil. Aussi, un livre de cuisine ne peut être que savoureux, autant par ses recettes que par son phrasé, et les métaphores de la langue qu'offrent les doubles sémantiques des fruits et des légumes et des plats. Il existe chez certains auteurs dont le style a du panache. Je pense aussi, pardonnez-moi le jeu de mots, à Edmond Rostand. Tiens, comme c'est étrange, encore un Marseillais. Une philosophie du ventre pour ces auteurs, une soufrière du second souffle verbal. Et c'est avec cet angle que j'ai travaillé. Sans doute parce qu'à mêler langage, poésie et cuisine, nous nous rapprochons davantage de la terre. Et que la terre ici offre tant de parfums, de variétés potagères, de poissons, de crustacés à pêcher, de gibier à pister parmi les plus riches. Nous nous rapprochons ainsi de notre sensualité, de notre matérialité, de notre présence au corps, de cette part animale. Il existe tant d'analyses de textes et d'exégèses qu'il semble impossible d'apporter des éclairages nouveaux à des auteurs qu'on apprécie. Mais comme depuis toujours, je cultive davantage un rapport sensuel au texte plutôt qu'intellectuel, moi je lis d'abord en gourmande, et puis en peintre,
parce que j'affectionne les descriptions des formes, des nuanciers, des ambiances, enfin avec toute ma cérébralité pour effectuer des transversalités, dresser des ponts, c'est ce qui me passionne. Alors à comparer cette langue qui enchante l'oreille où assiège un Éden de verdure, je dirais de sa flore qu'elle est volubilis. Elle s'étend et perdure, quelles que soient les conditions. Dans le soc aride de la garrigue, les plantes grandissent, l'allure chétive. D'autres pointent au ciel une sécheresse impérieuse. Leurs sommités seront séchées encore pour parfumer les plats ou le linge. Épineux, le romarin blessant. Zen, les touffes de thym tanquées en forêt de bonsaï hirsute. Si aucune n'a la volubilité des fleurs des champs, elles ont la verdure tenace. Non pour la rondeur des feuilles, mais à cause de leur résistance au vent et parce qu'aussi on peut les regarder souterrainement. Elles ont la racine dure. De coups de chaud en gerçures d'hiver, de frimas en orage, elles encaissent n'importe quel soubresaut climatique. Les colonnes d'air qui flamboient, les gelées tardives, rien n'a raison dans cette terre de leur volonté poussante. Leur luxuriance ne tient pas de l'apparence, à l'inverse des dahlias qu'on ose cueillir. Elles ont la pudeur des beautés cachées, l'humilité des vertus sincères, et s'offrent toutefois. Ces plantes, on ne les cueille pas, on les coupe. Et elles ne souffrent pas. Elles ont été élevées à la dure école de la soif. Frottées entre deux doigts, on en saisit l'exubérance. Alors des arômes chantent à tue-tête. L'amoureux de la Provence ne peut choisir d'être parfumeur plutôt que musicien. Il passe de l'orgue des senteurs à celui des polyphonies. Il n'est qu'à respirer des tiges de sarriette, appelées dans la langue du pays loupe et bredaille, 3 notes senties, 3 notes entendues, un si de tête, un sol de cœur, une la de fond. Une odeur inconnue, écrit Marcel Pagnol, une odeur sombre et soutenue, elle s'épanouit dans ma tête et pénétra jusqu'à mon cœur, et de renchérir à propos du laurier, qu'il est de gloire et de pureté. Une fois respirées, goûtons ces herbes glorieuses et mâchons-les doucement. Pour chacune, une flaveur particulière s'exprime. La menthe rafraîchit la laine. La farigoule, si elle est mal dosée, apporte l'amertume. L'oubalico, plus doux parce qu'en lui circule l'eau et l'ombre, dont il est par nature mendiant, ouvre l'appétit. Tout se développe au palais, voûte sacrée de notre organe premier où siégeait se nourrir et parler. Il convient par gratitude de restituer maintenant ce que nous avons pris enfant, car nous avons bu à notre mère de lait, exclusivement la nôtre, pour réussir à prononcer. Les nourritures sont devenues vocables. Les mots furent d'abord des mets. Comme nous avons bu à notre mère Gaïa, communément nôtre, la terre, pour croître et civiliser. Ces eaux sont devenues verbes, ces nutriments balbutiements, idiomes, enfin, terrestre littérature. L'amoureux de Provence détient ce savoir sur le bout de la langue, géographiquement organisé. Les papilles sont des réceptacles d'acide, d'amer, de sucré, de piquant, d'astringent. Aussi, l'amoureux de Provence imagine-t-il se dérouler une troisième voie d'expression devant l'organiste qu'il est déjà. Il sera plus que parfumeur, il sera plus que musicien. Tandis que les cigales stridulent en caisse claire du maquis, sur son piano de maître-queue, à petits fa réguliers, en touches appuyées ou retenues d'un bémol, le chef des toccatas en tomates, basilic gibier serpolet, agneau laurier, rouget origan, saisit enfin la corde ultime de son instrument. Une recette est un déroulé d'opérations, et le comment fais-tu une martingale, elle doit donner le lucullus attendu et le jackpot de la potée? Non. Moi, je n'entends pas composer un livre avec Marcel Pagnol comme étant un recueil de méthodes, ni donner une martingale, mais composer un livre avec ceux qui confondent le restaurant à un paysage, infusent des aromates dans la salive d'un humaniste.
Marcel Pagnol donne au livre et au film l'illusion qu'on peut manger 4, 10, 20 fois avec un plaisir toujours renouvelé, sourd aux modes. De lecture en lecture, nous découvrons des goûts que nous n'avions pas perçus d'abord, et dans une langue succulente. Elle est encore meilleure que la veille, et je m'appuie sur sa truculence. Le lexique culinaire, la métaphore, permet de dire, de sous-entendre, de chuchoter ou de cuire et recuire la métaphore avec pudeur mais gourmandise. C'est avec gentillesse qu'en use Marcel Pagnol dans ses critiques sociales. S'il est plutôt mangeur ou bouffeur de curés, comme on dit dans l'expression, il n'en garde pas moins sa délicatesse à leur égard. Exemple, dans le dernier volet de la trilogie marseillaise, ça se passe chez Panis, presque cuit, disons, préparé à rejoindre Félicité, sa femme, car Elzéar, le curé, lui a rendu une visite de courtoisie et en passant, en a profité pour le confesser. Donc c'est un sacrement que le docteur Venel juge prématuré, ça impressionne toujours les malades, pardon, et précipite la fin des haricots. Donc nous assistons là à une friture amicale entre blouse blanche et soutane sous fond d'huile d'olive. Donc Elzéar. La communion n'a jamais tué personne. Le docteur Venel. La première, oui, mais la dernière. Il n'y a pas 15 jours, ton sacristain. Je l'aurais sauvé. Encore une maladie de cœur, celui-là. Mais dès que j'ai été parti, et après avoir recommandé le calme le plus profond, tu t'es amené, et drelin, avec ton enfant de cœur adénopathique. Tu lui as fait raconter sa vie. Tu lui as passé les huiles, et hop, envolé le sacristain. Je ne sais pas s'il est au ciel, mais il n'est plus chez lui. Elzéar répond, en somme, je suis un assassin. Et le docteur Venel, non, mais tu as trop de bonne volonté. Ne viens pas te mettre toujours au milieu de tes huiles. Si tu en as trop, fais-en de l'aïoli. Donc, je m'exécute, faisant de l'aïoli. Et quoi de plus festif, les lendemains de la Saint-Pierre? L'aïoli réunit les villages sur la grande place, et quand on montre sa pâte de soie lisse, elle finit transparente comme de l'ambre jaune. On la respectera toutefois avec 3 conditions: des ingrédients à température, des produits irréprochables et, d'après un félibrige adage populaire, l'éviter les jours de pleine lune. Alors, mourir d'accord, mais si possible quand la lune est qu'au croissant. Et donc je l'ai concocté, cet aïoli, avec de la morue, et je l'ai intitulé « Aïoli et morue du dernier soupir ». Donc c'est avec autant de poésie que Marcel Pagnol caractérise fortement ses personnages. Pour César, une fausse naïveté au service d'une mauvaise foi, faisant tenir dans un lieu de Procuste n'importe quel syllogisme. Pour Monsieur Brun, d'un docte scientifique, petit doigt sur la couture, élégant, tiré à 4 épingles, comme sa démonstration. Toujours en métaphore de ce qu'on mange et de ce qu'on boit. J'ai peut-être une image. Voilà, ça pourrait être celle-ci. Donc, pour introduire les 4 ingrédients de la philosophie culinaire de Marcel Pagnol, parce que oui, sa philosophie aurait 4 grandes parties, 4 ingrédients qui ne sont pas d'ailleurs, qui sont extrêmement modestes, mais avec lesquels on fait tout. Donc on revient sur les vertus des plantes. Donc non pas celles de la nature, mais celles d'un bar, de la marine en l'occurrence, qui, comme rappelle César, n'est pas une boutique, mais un établissement. Donc César a le geste bistrotier parfait, il considère le picon et le mandarin plutôt comme des cordiales que comme des poisons. Souvenez-vous, autour de la table pour la partie de manie quotidienne, César. Je ne dirais pas que l'apéritif est un remède comme l'huile de foie de morue, non, mais je te dis que c'est meilleur et que ça ne fait pas de mal, Monsieur Brun. C'est meilleur au goût. César. Et ça ne fait pas de mal, je m'explique. On dit que l'apéritif attaque le foie. Or, tous les apéritifs sont faits avec des plantes. Absinthe, gentiane, anis, sauge, orange. Monsieur Brun. Plus alcool. César. Essence de vigne, plante. Or, messieurs, ces plantes
n'ont pas vu de foie. Elles ne savent pas ce qu'est un foie. Escartefigue. Moi non plus d'ailleurs. César. Ne me coupe pas quand j'explique. Eh bien, monsieur Brun, vous ne me ferez pas croire que ces plantes sont l'ennemi du foie qu'elles ne connaissent pas. César, Escartefigue, monsieur Brun se gondole de rire, évidemment, et le docteur est là aussi. César, ils ne savent pas quoi répondre. Et monsieur Brun, mon cher César, je saurais très bien quoi dire. Je serais tenté de vous répondre que votre raisonnement est absurde. L'acide sulfurique n'a jamais vu le cuivre, et pourtant, si vous versez du cuivre, de l'acide sur du cuivre, l'acide l'attaque. Cette comparaison, dit César, n'a aucun rapport avec les apéritifs. Si vous voulez, dit monsieur Brun. Comment si je veux? Nous parlons scientifiquement. Cette conversation dépasse peut-être Escartefigue. Qu'est dépasse? Je vous entends. Tu nous entends, mais tu ne nous comprends pas. Cette conversation passe au-dessus de ta tête. Monsieur Brun, pouvez-vous me dire le rapport qu'il y a entre les apéritifs et l'acide sulfurique? Il est peut-être plus grand qu'on ne croit. Et César, ah, vous êtes bien un Lyonnais. Donc, au pays de Marcel Pagnol, on a le sens de l'hyperbole et le verbe haut. Donc, les théoriciens des systèmes quantiques l'étudient, les bistrotiers en font la démonstration, comme on vient de l'entendre. Comme le fait César, gourmandant Marius, qui ne sait servir le mandarin citron. Voilà, c'est une image de Marius. On sait qu'avec un tout petit tiers de curaçao, un tiers de citron, un bon tiers de picon et un grand tiers d'eau, on compose l'authentique picon citron curaçao du bar de la Marine. Et sans ce quatrième tiers, point de métier ni de breuvage. Donc voilà qui inspire à cette étude l'objet de cette arithmétique, un bon tiers d'eau, un petit tiers de pain, un petit tiers de pèbre d'ail et un grand tiers d'amour. Voici quels sont les 4 ingrédients de la philosophie pagnolienne. L'eau. Je commence. Je ne sais pas si... Je vais vérifier mon temps. Pardon. Et j'espère que je ne vous endors pas. Alors, quand elle est douce et domptée, c'est l'aigle chantante qui sort des fontaines du village. Si fraîche quand elle participe d'un grand œuvre apéritif. Précipitée dans une absinthe, dans le temps des secrets, invitée aux tournées générales anisées de la trilogie marseillaise, elle distille les plantes de la garrigue. Secrète dans les nappes souterraines, c'est la source éternelle des restanques potagères, cherchée jusqu'à l'épuisement pour Jean de Florette. Pour la trouver, il faut se faire autant sorcier que sourcier. Rare et atmosphérique, elle gorge les nuages lourds des juillets brûlants que Jean implore pour étancher sa terre. L'eau est ici promesse de salut et la pluie une manne, osons dire un pain céleste. Quand elle est salée, foisonnante de vie, c'est Mare Nostrum des favouilles et des enchoyades. Elle accueille les filets du pescadou en quête des poissons de roche pour la bouillabaisse des grands jours. Symbolique, elle promet un ailleurs à Marius, comme mythologique, une odyssée à l'Ulysse contemporain. La Grande Bleue possède un charme dangereux, tapageur, passionné. Et ce n'est pas le sel de la vie avec femme et enfant que cherche Marius, mais le poivre des îles rêvées. Quand un navire accoste une terre inconnue. Sa simple évocation l'enivre, comme le ferait le rhum vieux dont il vante le sensuel et la force. Fanny ne peut rien, Marius cédera à la sirène qui l'appelle au risque de perdre son amour. S'il prend ce risque, c'est pour mieux revenir, héroïque et grandi, en homme. L'eau, ici, était vue comme un rite de passage. Quand elle est bénite, c'est celle des capellans et des hommes d'église. Écoutons plutôt dans La femme du boulanger, le curé. Voyez là, monsieur le marquis, la simplicité et la grandeur de nos prières. Elles ne demandent pas au ciel de l'or, ni des diamants, ni des grades. Elles demandent du pain. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a cependant une autre nourriture indispensable à l'homme, et que nos prières ne demandent pas, c'est l'eau.
Je ne comprends pas pourquoi, dans le pater, le chrétien ne demande pas à notre Seigneur l'eau quotidienne. Il se verse un grand verre de Bourgogne en disant cela. Le marquis, qui remplit son verre à son tour, répond « C'est peut-être parce que Dieu nous l'a donné en abondance et que nous n'en manquons jamais. » Ça, c'est une question qui va se poser dans quelques années. Là, c'est l'eau inconditionnelle, sacrée, c'est une eau vive. Autre ingrédient extrêmement important dans la philosophie gastronomique de Pagnol, le pain. C'est celui d'Aimable, le boulanger, dont les miches sont pétries avec autant de farine que d'amitié et de merci. Un pain si bon qu'il n'est plus un accompagnement, mais une nourriture pour les gourmands. Simplement, comme on dit dans le film, il y a pain et pain. Si l'eau est dispensée par nature, le pain est fabriqué de main d'homme, au pétrin et en esprit. Mais il dépend, bien entendu, de l'atmosphère, de la salinité de l'air, d'une température et d'une cuisson parfaite. Et puis il dépend des hygrométries affectives. À boulanger malheureux, pain triste, sans levain ni texture, sans mie ni amour, sans mamie, sans sa femme, la belle femme du boulanger. Quant au pain de l'amitié, il n'a pas de prix. L'important, c'est le partage. Toi, tu me donnes de la boulange, moi, je te donne de ma chasse. On n'a jamais vu respirer un gâteau, un pain, oui. Je connais peu de mets qu'on peut humer si volontiers. Le respirer alors qu'il était servi à table n'est jamais inconvenant, mais touchant. Tout le monde s'accorde sur sa bonne humeur et le joli son de sa croûte. Le pain rapproche les corps. Loupé bredaille maintenant est notre troisième ingrédient phare. En français, c'est le poivre des ânes ou sarriette. Dans toutes les herbes, la plus savoureuse. Elle pousse dans les âpres maquis du pays de la soif. C'est une princesse sauvageonne, la Madone, on pourrait dire la Manon des aromates pour Marcel Pagnol. On pourrait dire de Manon aussi qu'elle est l'Antigone du Garlaban, car elle est jeune, belle, elle résiste, elle dit non au soubérant, s'insurge contre l'injuste disparition de son père, alors qu'Hugolin est complice d'une terre dont il a détourné l'eau. La soif de la terre, son aridité, est une arme criminelle. Revenons à la pèbre d'ail. Donc sa senteur puissance, mi-teint, mi-ment, tire des larmes au jeune Marcel. Elle soumet le gibier, requinque les civets, anoblit une sauce au vin, ressuscite une omelette, donne de la fraîcheur à une côtelette d'agneau. Avec elle, on farcit, on grille, on parsème d'amour. L'amour, enfin, donc dernier tiers et plus grand tiers de Marcel Pagnol, c'est l'ultime ingrédient de son œuvre, sans doute le principal. Il enflamme les gourmets comme les galavars, ces mangeurs de tempérament. L'amour qui fait naître du père une gloire, de la mère la châtelaine de ses souvenirs, d'un oncle le maître des tablées familiales. Comment dire à son père qu'on l'admire ? En l'aidant à pister des bartavelles. Comment lui exprimer sa gratitude ? En mijotant une daube accompagnée de polenta, comme dans La fille du puisatier. Comment entretenir l'amitié avec un panier de légumes pour son voisin ? Et souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus de la ville avec une poignée de figues lourdes et juteuses ou une livre de sanguin dans Jean de Florette. La famille est avec Marcel Pagnol, détentrice exclusif des droits sur l'amour et même son légataire universel. Et point besoin n'est de le dire avec des mots, plutôt avec des pommes d'amour, un rôti bien ficelé, des artichauts en farigoule. D'abord parce que les mots consomment de la salive et qu'avant tout, au pays de la soif, il faut savoir tenir sa langue. Et ces choses-là se prouvent plutôt qu'elles ne se disent. Et c'est avec épicurisme que Marcel Pagnol exprime sa piété familiale. Cette tendresse, cette sincère sensibilité sont toujours relevées des pistes d'une alacrité singulière que l'on ne peut écarter de son œuvre. N'oublions pas
qu'il est fils de Joseph Pagnol, instituteur républicain, ardent défenseur de la laïcité et pourfendeur des calotins. Aussi n'épargne-t-il pas les galavars en soutane, aussi gourmets que voraces. Alors, attendez, là, on a une image de l'élixir du père Gaucher. Qui d'entre eux peut se targuer d'échapper à la tentation du grand cornu et de ne pas commettre le péché de bonne chère? Dom Balaguer dans les 3 messes basses? Certainement pas. Il est prêt à se damner pour une fricassée de gélinottes, un cortège de morilles, des levreaux accompagnés de malaga noirs. Il s'en étouffera, s'effondrera mort, un os de dinde truffé en travers de la gorge. Frère Gaucher, dans l'élixir du père Gaucher, pas plus. Élevé au grade de père, il n'en est pas moins rond, dès 18h, alors qu'il dose un cordial plus prometteur que la bénédictine. Le cinéaste, comme l'homme de lettres, rend compte de sa terre natale en enfant du pays, et son pays se confond avec sa famille, élargi à sa bande d'amis, ses acteurs, son équipe. Et comme nous aurions voulu en être, et goûter aux pieds paquets, aux pintades, pardon, au jus parfumé de cigalon, le chef récalcitrant. Bien que disparu il y a 50 ans, Marcel Pagnol est partout présent. Il habite les collines et notre répertoire du Midi, si visuel dans ses lumineux panoramas et si olfactif. En Provence, le débordement des essences, des fumets, des fours à pain, des effluves des caves où repose l'huile, des embruns marins d'une barque de pêcheurs, nous fait ouvrir les yeux, les narines, en sachant que nous partageons la table avec le jeune Marcel. Un livre de cuisine, qui serait dicté donc par l'esprit de Marcel Pagnol, nous fait découvrir que cela pourrait peut-être être un genre littéraire, où le palais se développe sémantiquement. L'engouement des livres de cuisine atteint son apogée depuis 20 ans, et l'art culinaire cultive ses titres de noblesse avec nombre d'émissions de télé et de radio. Et chacun est libre en cuisinant pour ses proches de dresser un portrait de lui-même. Chacun est libre de séduire. Est-ce qu'on cuisine pour être applaudi, pour s'auto-valoriser, ou davantage pour partager des rites culinaires et de montrer de quelle chair nous sommes faits? Parce que les poissons de Cassis ne sont pas les poissons de Toulon. On peut se sentir d'un pays particulier parce que nous avons été nourris à des produits où nous sommes nés. Naître ici en Provence, c'est avoir la chance d'être du pays des oliviers, donc de la Méditerranée, ce qui nous rapproche encore plus des Latins et des Grecs. On est du pays de la vigne, comme celui des chèvres et des petits oiseaux. À travers son assiette, on se raconte, et on raconte son pays, son terroir. C'est aussi préserver des traditions, des secrets de fourneaux et de famille, des anecdotes dont on aime faire remonter le fumet. Apprêter les aliments, c'est faire vivre des folklores. Tout le monde n'est pas artiste, peintre ou musicien, mais chacun qui cuisine le devient dans son laboratoire des saveurs. C'est une discipline où la recherche des parfums et des goûts vous fait parfumeur ou herboriste. Il faut une certaine culture pour cuisiner, de l'expérience, des savoirs, des techniques, de la découpe des aliments, savoir choisir, savoir trouver les ingrédients, savoir les concocter ensemble, dresser une assiette comme une nature morte ou une sculpture miniature éphémère. Cet art nécessite un public, ou plutôt une assemblée de goûteurs qui se délectent. Savoir aussi être respectueux des rythmes de la terre et des saisons, cuisiner avec l'éthique en revenant à des valeurs qui ne sont pas si simples que ça. Il faut du temps, des tâtonnements, des expériences heureuses et parfois ratées. Cet art n'est qu'éphémère, sitôt cuisiner, sitôt manger. Non, reste une éducation, du goût, des papilles. Un art démocratique et surtout qui nous met en lien avec les grandes menaces qui pèsent sur notre espèce. Cet engouement pour la cuisine répond d'une part à notre volonté de faire quelque chose de ses mains en ayant tous les tenants et les aboutissants.
en étant son propre maître. Ne pas être le maillon d'une chaîne, mais fabriquer, composer entièrement l'assiette avec sa créativité. Artistes donc, nous le sommes dès l'instant où nous préparons les repas. Plus nous en sommes conscients, plus nous sommes conscients des richesses dont révèle la planète et de notre peur de leur disparition. Plus nous cultivons ce que Pagnol appelle l'authentique. Souvenez-vous dans Jean de Florette, le papet. Et qu'est-ce qu'il veut planter ? Hugolin répond, des légumes, de la vigne, du blé. Et surtout, il dit qu'il veut cultiver des l'authentique partout. Mais qu'est-ce que c'est ? Et le papet répond, ce doit être une plante qui pousse dans les livres. Je vois ça d'ici. Le papet voit rien du tout. Mais avec la plante qu'il pousse dans les livres, il ne croit pas si bien dire, il est même visionnaire. Le l'authentique, c'est le retour des valeurs qui déjà, au temps de Marcel Pagnol, semblaient malmenées, dixit Jean de Florette. Le XXIe siècle, alors je pourrais dire, sera l'authentique ou ne sera pas. Le l'authentique, c'est la cuisine d'aujourd'hui, un retour à la cuisine d'avant, avec le sens commun et ses plus raisonnables fondamentaux. Le l'authentique, ça vous remet en lien avec la nature, la culture pensée, l'intelligence du basilic sous le plant de tomate. Là, il écarte les bestioles qui n'ont plus rien à y faire. Oui, elle pousse aussi bien dans les livres qui, si vous retournez à la page leçon de choses, vous assurera une meilleure acuité, le goût des noms savants, au charme chronologiquement exotique. Bref, un peu de science, ce qui ne nuit pas, qui plus est si elle est naturelle, car on dit aujourd'hui science de la vie et de la terre. Le l'authentique sera la poésie mathématique des cultures pas intensives. En phyllotaxie, par exemple, l'étude des propriétés géométriques des végétaux nous apprend que la disposition régulière des feuilles, des pétales de fleurs, des alvéoles, des ruches d'abeilles ou des arabesques des nautiles en collimation n'a rien d'aléatoire. Le cœur du soleil étant l'exemple le plus iconique, ça n'est pas que du l'authentique, mais c'en est. Quant à l'élevage de lapins, il faut remonter au temps de Jean Santerre pour en comprendre les enjeux. Marcel Pagnol était passionné d'histoire et d'arithmétique. Petit, il voulait consacrer sa vie à la science. Devenu cinéaste, il eut l'art de rendre populaires les problèmes d'écoliers. Aussi, nous ne sommes pas surpris que Jean de Florette mette son instruction au service d'un retour à la terre. Non content de faire pousser de vraies coucourdes, il veut aussi innover en faisant l'élevage moderne de lapins, ou élevage en plein air. Il pose le problème à Hugolin, qui, le malheureux, a plus d'oreilles d'âne qu'une tête bien faite. À partir d'un seul couple de lapins, un éleveur moderne peut obtenir, dès la fin de la 3e année, une production mensuelle de 500 lapins. C'est du moins ce qu'affirme un spécialiste. A-t-on une idée de la fécondité de ces rongeurs ? Ce technicien, et il brandissait la brochure, affirme qu'un élevage qui dépasserait 5000 têtes deviendrait un danger public. Donc c'est en étudiant la reproduction et la prolifération des lapins que Léonard de Pise, dit Fibonacci, formalise la suite mathématique qui porte son nom. Donc, amis de la carotte exponentielle, bonjour, cette suite, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, apparaît de manière naturelle dans le processus de croissance des végétaux. Pour terminer mon intervention, je voudrais terminer avec un personnage que j'affectionne particulièrement, qui est Lily des Bellons, que j'appelle le dormeur des collines. Lily, c'est l'ami d'enfance de Marcel. Il a une érudition naturelle du grand atlas provençal. Il sait tout des collines du Garlaban. Une fois grimpé les sentes pierreuses qui conduisent à dominer ce panorama, vous comprenez peut-être que c'est ici l'extrémité du monde et qu'il y commencera la fin de toute chose, là où le soleil cessera de battre, là où seront ruines plus qu'ailleurs, ruines d'œuvres de l'esprit, toiles des maîtres et vers des poètes. Au loin, les eaux, à peine séparées du ciel, tant la brume persiste aujourd'hui malgré le Mistral, devant Marseille, Notre-Dame de la Garde, éternelle balise du New York du pauvre. À l'ouest, la Camargue et les Saintes-Maries. À l'est, il plane l'esprit de Cézanne, c'est Aix. La Sainte Victoire s'impose comme ses représentations.
Mais je reviens à Lily. Il s'inscrit, lui, au paysage des humanités pagnoliennes. Lisez, regardez, ce nom, Lily, comme contenu dans Colline. C'est lui qui apprend à Marcel, enfant, les sources qu'il n'indique à personne, parce qu'une source, ça ne se dit pas. Et comme sont délicieux les plats des petits oiseaux, comment on les reconnaît et comment on les prend au piège. Lily, ça sonne comme ça s'envole. C'est un diminutif épicène, donc épicène c'est autant pour garçon que pour fille, net, très symétrique, à consonnes et voyelles redoublées, qui retient en lui les ailes des oiseaux, des petits paresseux qu'il connaît mieux que personne. Lily célèbre la fécondité de ce qui sort de la terre, de sa plus modeste graine, par exemple le pois chiche, qui n'a nul besoin d'eau, ni de fumier, ni même de terre, et se nourrit de l'air du temps, puis de la surprenante célérité du haricot natif. Tu fais un petit trou, tu places l'haricot au fond, tu le recouvres de terre, et tu pars en courant. Sans ça, il te rattrape. De tous les poèmes de Rimbaud, le Dormeur du Val me reste en mémoire, parce que je l'ai récité au collège et que l'école, par l'emprunt des poètes, apprend consciencieusement quelles conneries sont les guerres. À lire les dernières phrases du Château de ma mère, je me suis demandé si Marcel Pagnol n'avait pas imaginé que Rimbaud écrivait un poème à remonter le temps pour Lily qu'il ne connaîtrait jamais. Un poème où Marcel Pagnol, en lecteur sensible, donne un nom à ce dormeur inconnu et substitue les immortels des tranchées de Verdun au cresson bleu et au glaïeul rimbaldien. Écoutez plutôt quand il évoque la disparition de son frère Paul. Mon cher Lily ne l'accompagna pas avec moi au cimetière de la Treille, car il l'attendait depuis des années sous un carré d'immortels. En 1917, dans une forêt du Nord, une balle en plein front avait tranché sa jeune vie et il était tombé sous la pluie, sous des touffes de plantes froides dont il ne savait pas le nom. Telle est la vie des hommes. Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Moi, je crois que si, et qu'on peut en faire à toute époque la récitation, surtout maintenant. Mais je ne voudrais pas pourtant terminer sur une note triste. Voilà, je vais simplement dire peut-être les deux dernières strophes. Il a les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme, nature, berce le chosement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. Voilà, je pourrais répondre à vos questions si vous souhaitez. N'hésitez pas, si vous voulez. Peut-être il y a trop de poésie, du coup, dans tout ce que vous nous avez dit. J'espère que je ne vous ai ni endormi, ni ennuyé, surtout. C'est très beau. Ouais. Merci. C'est très sensuel. Bah oui, c'est comme ça qu'on soit la littérature et la cuisine. Donc évidemment, je ne vous ai pas récité des recettes qui sont toutes dans le livre. Le propos, c'était aussi de pouvoir combiner cuisine, littérature et un personnage qui est quelqu'un de tellement complet et complexe, qui est d'abord, je crois qu'enfant, c'était un enfant, on aurait pu dire maintenant que c'est un zèbre. Hein, enfant, il était d'une telle curiosité, d'une telle appétence à vivre, mais je crois qu'il était fortement aimé, voilà, par ses parents. Puis ça aide d'avoir un père instituteur. Mais il était choyé, aimé. Donc, un enfant, quand il est aimé, il n'a pas de souci à se faire. Il n'a qu'à penser qu'aux choses de la vie. Donc, tout lui était intéressant. Donc, évidemment, les sciences, mais l'anglais, c'est un traducteur de Virgile aussi. Et moi, je me suis demandé aussi pourquoi... bon, il y a oui, ce qu'on doit à un auteur sur un plan intellectuel, mais au niveau de ma famille, il n'y a pas de gens qui sont nés dans le Sud. Mais j'ai appris, quand je faisais ce livre, que l'oncle de mon père, finalement,
avait été prof à Marseille, prof de philo, en même temps que Marcel Pagnol était prof d'anglais. Donc ils se sont croisés, et donc ça donne une synchronicité à tout ça. Et oui, de cet homme qui monte à Paris, décide de faire du théâtre, réunit de l'argent des comédiens extraordinaires, ensuite revient, fait des films, monte sa propre maison de production, rachète des droits. Il faut être d'une intelligence vraiment incroyable. Et tout en ayant, très bon vivant, beaucoup de vie. Et donc, je pense beaucoup de sensualité. Non, vous êtes trop rêveur, il n'y a pas de... Mais je vous en prie, dites-moi que ça n'était pas lénifiant et que... Maintenant, si vous voulez regarder de plus près le dernier livre de Frédéric, et si vous voulez vous le faire dédicacer, n'hésitez pas. Merci. Merci de votre écoute. Je voulais juste vous demander, en fait, quelle recette emblématique avez-vous prise dans votre livre ? Alors, le livre, il est fait en 4 tiers. Donc, il y a les recettes emblématiques. Je peux vous en citer. C'est toutes celles qui figurent dans son œuvre. Alors, vous aurez pour les entrées du pays de la soif, la bagna cauda du potager de Jean, des beignets de fleurs de courgettes au jus parfumé, des sanguins en conserve à l'huile de romarin, la tarte à l'oignon de Baptistine, omelette soufflée d'asperges sauvages, ça c'est le papay ugolin, velouté de pommes de terre au lard, même chose, la soupe au pistou, la salade de pois chiches de Lily des Bellons, la soupe au fromage des papillons du jeune Marcel dans La gloire de mon père. Donc pour la nasse du pescadou, vous aurez la bouillabaisse du trousseau de la mariée. Là, on fait référence à Fanny, mais ce sera dans César. Il y a un dialogue entre Alida Rouf et Rému, sur... en fait, la bouillabaisse, c'est le mariage. Il faut vite marier ces deux-là. Les stocafiques, assiette de coquillage du Lyonnais, la soupe de favouille du café Mostegui, l'aioli et morue du dernier soupir, l'anchoyade des tropiques, là c'est dans le Spoons, la truite aux 2 fenouilles du révérend Pressé, là on est dans les 2 messes basses. Pour le pain, vous aurez une tartine de pain sous rove des garrigues, puisque en fait le pain est meilleur que l'accompagnement. Une faugasse du retour de Pomponnette, un pambagna casse-graines, un gibassier, donc la pompa all'oili, la soca. Parfois, ça l'est. Ça fera l'objet, donc... Non. Le gibassier, ce n'est absolument pas la pompe à huile. C'est 2 choses différentes. Et c'est 2 recettes différentes. Et je sais, c'est confondu sur Internet. On vous confond le gibassier, la pompe à huile, la fougasse. Et c'est 3 choses absolument différentes. Et d'ailleurs, à Noël, on fait le gibassier et la pompe à huile. Alors, pour les 13 desserts, je crois que j'ai mis un gibassier d'un côté, la pompe à l'huile de l'autre. Alors, je vais continuer le sommaire, si vous voulez que je continue, à vous énumérer ce qu'il y a dans ce livre. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Je ne peux pas le savoir parce que je suis francilienne. Et voilà, je suis parisienne. Oui, ça me gêne. Tartine de confiture de framboise. Après, vous aurez, pour le carnier garni, des côtelettes d'agneau aux pommes de terre tapées, une omelette tomate à la spagnole, parce que pagnol vient peut-être du mot spagnol, donc à l'espagnol.
Côtelettes de porc au sarment de romarin, parce que avec ses équipes de tournage, avant de tourner, on faisait rôtir les côtes d'agneau. Superstition de Bartavel à louper bredaille, civet de lièvre en barigoule. Des plats d'égal avare, vous aurez la daube, la polenta, une crème de verdure, la daube de sanglier, les pieds et paquets du chef de cigalon. Des cigales de mer flambées au cognac, les calénonis de la mer Toffi, les pintades au foie gras, le rôti bien ficelé à la sauge dans le spoons, ratatouille par l'explication, on en a parlé tout à l'heure, artichaut en barigoule, petit grès à la provençale pour grand aioli, beefsteak dans le noir, mours et salade de soucis, en faisant référence à une engueulade entre Fanny et sa mère, farci de pommes d'amour, dinde truffée de Noël. Et puis 13 desserts pour les pitchous, bien sûr, les tiges d'écorce d'orange, les palais mendiants, tarte à la frangipane, ça c'est dans le château de ma mère, tarte d'abricot à la crème fouettée, tourta de blea, parce que ayant vécu à Nice, j'aime tellement ce dessert, nougat noir, baba de l'oncle Jules, mousse de marron glacé et petite tropézienne, et puis un mets de la faim pour Panis, Adésias. Voilà, parce qu'il est bien entendu qu'entre le début de la trilogie, où on voit les amis du bar de la Marine jouer à la manille et déguster des rinsolettes, et la fin, où finalement il y a une caméra qui est en contre-plongée, en fait, une chaise est vide. Monsieur Brun dit voilà, c'est à la chaise vide qu'on voit qu'un ami est vraiment disparu. Et c'est à ce moment-là qu'il va réciter un très très beau texte, un poème de Jules Supervielle, en disant peut-être que c'est ce que pensait Marcel Pagnol à l'époque, écouter les vers de ce poète, qui était un très grand poète, qui est considéré comme un imbécile maintenant. Mais bon, de toute façon les temps changent maintenant, il ne l'est plus considéré comme un imbécile. Voilà, donc vous retrouvez toutes ces recettes.